Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour septembre 2024. Le procès antitrust contre Google dans la publicité en ligne, l'arrestation du fondateur de la messagerie Telegram et le blocage de Twitter, maintenant X, au Brésil. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets, la régulation, la publicité en ligne et les médias sociaux. Commençons par le nouveau procès intenté par le département de la justice américain contre le géant Google pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Ce procès antitrust contre Google n'est pas une surprise, car ce n'est pas la première fois que le géant numérique est accusé d'abus de pouvoir dans ses activités publicitaires. C'était déjà le cas avec les résultats payants du célèbre moteur de recherche, mais dans le cas présent, Google est accusé d'avoir constitué un cartel avec les outils permettant de gérer les publicités en ligne. Si Google est effectivement le leader absolu sur le marché des moteurs de recherche, ce qui lui permet de contrôler la très large majorité des revenus générés par les résultats sponsorisés, ce nouveau procès concerne les publicités qui sont affichées sur les sites web externes, et plus spécifiquement sur les nombreux outils pour gérer les campagnes publicitaires, pour lesquels Google est également leader. Au cœur de cet écosystème publicitaire, on retrouve Google Ad Manager, issu du rachat et de la fusion de DoubleClick et d'AdX en 2008. Une plateforme publicitaire qui pourrait être morcelée ou scindée de l'activité de moteur de recherche afin d'affaiblir l'offre publicitaire de Google pour offrir plus d'espace aux concurrents. Une perspective inacceptable pour Google, qui dépense sans compter dans des actions de lobbying pour garder la mainmise sur ce marché. Sans concerner tous les acteurs du marché de la publicité en ligne, surtout les plus gros, notamment Meta, qui pèse pourtant presque 2 fois plus, mais dont les outils de gestion publicitaire ne sont pas aussi bien implantés chez les annonceurs. Ce qui est réellement reproché à Google est d'avoir noyauté les différents maillons de la chaîne publicitaire, et plus précisément les outils destinés aux annonceurs, les DSP, les plateformes d'enchères en ligne, les Ad Exchange, et les systèmes de gestion des emplacements publicitaires sur les sites d'éditeurs de contenu, les SSP. Si le monopole de Google sur les outils de publicité en ligne est officiellement reconnu, ce jugement pourrait entièrement remodeler le paysage publicitaire et créer un précédent, notamment sur d'autres marchés comme l'Europe et les Royaumes-Unis. Voilà pourquoi le CEO d'Alphabet, Sundar Pichai, donc la maison mère de Google, est mobilisé dans le cadre de ce procès. Ce sont ainsi de centaines de milliards de dollars qui sont en jeu, rendez-vous compte. Pour en savoir plus sur le contexte de ce procès, je vous recommande les articles précédemment publiés sur mon blog, le duel des GAFA pour contrôler le marché de la publicité numérique, les enjeux et solutions face au blocage des identifiants publicitaires, et le retail média en tant qu'alternative aux géants numériques et, accessoirement, solution au blocage des identifiants publicitaires. Poursuivons avec une actualité aussi surprenante que perturbante, l'arrestation en France du fondateur de la messagerie Telegram. Le mois dernier, Pavel Durov, le fondateur du système de messagerie mobile Telegram, a donc été arrêté alors que son jet privé faisait escale à l'aéroport du Bourget. La raison invoquée est que la messagerie qu'il a fondée violait les règles en vigueur de lutte contre la cybercriminalité. Une application très stricte des lois en vigueur, certes, mais qui pose de nombreuses questions. Pour ceux qui ne connaissent pas, Telegram est une alternative aux grands systèmes de messagerie comme WhatsApp, Google Messages ou eMessage. A priori rien d'illégal, sauf que cette application mobile est devenue au fil des ans la préférée des criminels, trafiquants et terroristes du monde entier. Une situation problématique, d'autant plus que les équipes de Telegram refusaient jusque-là de collaborer avec les autorités. Cette arrestation ne devrait en théorie pas faire de vagues, puisque ce sont des hors-la-loi, sauf que notre président Emmanuel Macron est lui-même un grand utilisateur de Telegram.
Là où ça devient carrément troublant, c'est quand on apprend que le fondateur de Telegram a subi de nombreuses pressions de la part de différents gouvernements et qu'il a récemment acquis la nationalité française dans des conditions mystérieuses. Et le pire, c'est que ce coup de projecteur sur l'application mobile cryptée, qui compte presque 1 milliard d'utilisateurs, a permis de rappeler que justement, ces protocoles de cryptage ne sont pas si robustes que ça. Pire, les canaux de discussion publics sur lesquels sont notamment propagées de la désinformation ou de la propagande pour les réseaux terroristes, ils sont même pas cryptés du tout. Si l'application n'était utilisée que par des criminels et terroristes, sa reprise en main par les autorités serait une très bonne chose, mais c'est également un des supports de discussion préférés des amateurs de crypto-monnaies du monde entier qui cherchent justement à fuir les autorités pour éviter de payer l'impôt sur les plus-values. C'est ainsi sur Telegram qu'est hébergé le jeu Hamster Combat qui réunit des centaines de millions de joueurs qui tentent d'y gagner des NFT. Voilà pourquoi le milieu des crypto-monnaies se mobilise pour dénoncer cette arrestation. L'impact de cette arrestation est multiple. D'une part, elle place sous les yeux de la justice Pavel Durov, le fondateur de la plateforme sociale russe VKontakte qui a été revendu et qui lui a permis de créer la messagerie Telegram, qui, en plus d'être un playboy ultime avec des abdos en béton, est également multimilliardaire avec de nombreuses activités occultes. Il y a donc derrière cette arrestation des paramètres que l'on ne maîtrise pas et qui mènent notamment au mandat d'arrêt contre le frère de Pavel Durov. Comme vous pouvez le constater, il y a des grosses zones d'ombre dans cette affaire. Pour en savoir plus, je vous recommande cette interview récente de Pavel Durov qui a été libérée et qui confirme qu'il va prochainement collaborer avec les autorités. Je vous recommande également mon article qui parle de l'impact de la régulation des usages numériques, et un autre article publié sur mon blog qui parle ce coup-ci plus spécifiquement de la régulation des intelligences artificielles. Terminons avec le blocage de Twitter au Brésil, un psychodrame digne d'une telenovelas. Le président de la Cour suprême du Brésil a ordonné en début de mois le bannissement de Twitter, maintenant nommé X, pour la raison qu'il refuse de rendre des comptes sur les efforts de modération de la plateforme, notamment certains comptes complotistes et extrémistes. Twitter n'ayant plus de représentant légal au Brésil, le service a donc officiellement été suspendu. Une affaire juridique, mais également une histoire d'ego pour le nouveau propriétaire de Twitter, le fantasque Elon Musk. Non seulement une ordonnance a été adressée aux fournisseurs d'accès à Internet du pays pour bloquer l'accès à Twitter, mais la Cour suprême a également ordonné une grosse amende à payer pour que le service puisse reprendre. Le juge Domorae s'était déjà fait connaître en 2016 avec la suspension de WhatsApp et en 2022 avec la menace de suspension de Telegram pour cause de refus de collaborer avec les autorités. Signalons également que ce n'est pas la première fois que Twitter est suspendu dans un pays, puisque c'était déjà le cas en Russie, en Chine, au Venezuela, en Iran, en Turquie, en Égypte, au Pakistan et ainsi de suite. Mais le Brésil est considéré comme une démocratie, ce qui est une première. D'où la démission du directeur des affaires publiques de Twitter. Cette suspension est importante car Twitter est la plateforme sociale de prédilection des hommes et des femmes politiques. Et car de nombreuses personnalités politiques d'extrême droite ont décidé de contourner l'interdiction pour continuer à s'adresser à leurs partisans au Brésil. Est-ce une atteinte à la liberté d'expression ? Oui et non, car les grandes plateformes sociales ont maintenant des responsabilités vis-à-vis de la société civile et des autorités. Sont concernés par ce bannissement les 40 millions d'utilisateurs de Twitter au Brésil, soit 1/5 de la population, mais également les utilisateurs dans le monde entier qui comptent sur Twitter pour garantir leur liberté d'expression. En premier lieu, Elon Musk lui-même, qui est un grand amateur de polémiques et de déclarations choc, une attitude pas très responsable, il faut bien l'avouer. Tout ceci n'arrange résolument pas les affaires de Twitter, dont les revenus publicitaires sont en chute libre à cause des frasques d'Elon Musk, avec une fuite des grands annonceurs. Une baisse qui est compensée par les abonnements payants à la plateforme, mais qui sont menacés par une possible saisie ordonnée par la Cour suprême,
comme c'est déjà le cas avec le gel des comptes bancaires de Starlink, l'autre société d'Elon Musk qui compte plus de 250 000 clients au Brésil. Pour en savoir plus sur ce scandale politico-médiatique, je vous recommande les articles sur les derniers rebondissements de l'affaire, qui ont été publiés notamment sur le site de Reuters, mon article qui parle de l'utilisation des médias sociaux par les populistes, et mon dernier panorama des médias sociaux qui parle de la place qu'occupe Twitter dans le paysage médiatique. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal, l'impact. Le procès de Google, qui pourrait mener à un morcellement de ses activités publicitaires, pourrait fortement complexifier la gestion et les performances des campagnes publicitaires. Je recommande logiquement un audit de vos pratiques publicitaires. Une meilleure collaboration de Telegram avec les autorités ne peut avoir qu'un impact bénéfique, c'est certain, mais très limité pour les annonceurs car il n'y a pas de publicité sur ce système de messagerie, contrairement à WhatsApp. Je recommande à ce sujet une étude d'opportunité sur l'utilisation des messageries mobiles, notamment pour la relation client. Enfin, le bannissement de Twitter au Brésil ne concerne que le marché brésilien, mais les frasques médiatiques d'Elon Musk peuvent être un gros problème pour les annonceurs qui veulent s'en préserver. Je recommande donc la définition d'un scénario de crise avec une éventuelle sortie de cette plateforme pour toute communication institutionnelle. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Le procès antitrust de Google pourrait avoir de grosses répercussions sur vos pratiques publicitaires, pour lesquelles vos collaborateurs doivent impérativement monter en compétences car les pratiques sont ultra concurrentielles. L'utilisation des systèmes de messagerie mobile sont maintenant rentrés dans les mœurs. Il est important que vos collaborateurs en maîtrisent le fonctionnement, surtout dans le cadre de la gestion de la relation client, et d'autant plus si ces systèmes ne sont pas si bien sécurisés que ça. Enfin, les différentes régulations en vigueur et à venir doivent impérativement être parfaitement appréhendées par vos collaborateurs pour éviter des déboires avec la justice et surtout pour éviter des amendes. Dans tous les cas de figure, vous voyez bien que les usages et technologies numériques sont au cœur des débats publics. Il est donc essentiel de nourrir une culture numérique interne pour pouvoir accélérer leur maîtrise. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de septembre 2024. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition, mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée.